Libre penseuse, libre penseur, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Océan de Coach. Ici Mélanie Ainaru Kaveri, coach professionnel. J'accompagne les personnes à réfléchir, décider et agir, même quand ça semble difficile. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau bric-à-brac d'idées. J'espère que vous vous portez bien, que ce live vous retrouve en bonne forme et que vous commencez ce mois de mai merveilleusement avec les ponts qui arrivent et qui donnent l'occasion de profiter peut-être un peu plus pour avoir un peu de temps pour soi et de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire peut-être au moment où on est dans la période de travail. Alors pour commencer ce bric-à-brac d'idées, j'aimerais commencer par ce sujet qui n'est pas sans rappeler le dernier bric-à-brac, de ce samedi. Non, qui n'était pas de ce samedi, mais qui était, le samedi d'avant, aux frontières du réel. Et aujourd'hui donc j'aimerais commencer donc ce bric-à-brac d'idées avec l'appel à l'ignorance. Et l'appel à l'ignorance, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un sophisme par lequel on on par lequel l'interlocuteur impose une idée, dit qu'elle est vraie parce que actuellement, soit vous ou bien qu'on ne peut pas prouver prouver le contraire. Et donc dans ce raisonnement-là, il y a quelque chose quand même, j'allais dire de gros parce que si on raisonne comme ça, imaginez le nombre d'absurdités qu'on serait prêt à reconnaître pour vraies. De alors donc on sait que alors en principe, lorsqu'on affirme quelque chose et surtout quand c'est une affirmation exceptionnelle, eh bien c'est à la charge de la personne qui l'affirme d'amener des éléments de preuve, de prouver la véracité de ce qu'elle dit et non pas à l'interlocuteur, lui, de, de prouver que ce n'est pas vrai. Et ce raisonnement-là, pourquoi il est insidieux? C'est-à-dire derrière, cette apparence bénigne, il peut avoir des effets, néfastes. Parce que déjà, alors, il faut être conscient de cette caractéristique qu'a l'homme à aimer et à être attiré par, le fascinant, par, ce qu'il ne comprend pas, par, par ce qu'il n'arrive par, sa capacité aussi à créer des histoires et à inventer des histoires. Et ça, on se rappelle de l'histoire de la dent d'or. Voilà l'histoire de la dent d'or que d'ailleurs Frédéric avait lu, de la dent d'or de Fontenelle. Et d'ailleurs que je vais proposer ici mon interprétation là, maintenant, avant de poursuivre ce bric-à-brac. Donc dans la continuité de ce bric-à-brac. La dent d'or de Fontenelle. Il serait difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés sans avoir recours aux démons. Mais aussi, tout cela est-il bien vrai? Assurons-nous le bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause et passent par-dessus la vérité du fait, mais enfin, nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étaient tombées à un enfant de Silésie âgé de 7 ans. Il lui en était venu
une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Horatius, professeur en médecine à l'université de Helmstad, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation et quel rapport de cette dent aux chrétiens et aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rulandus en écrit encore l'histoire. 2 ans après, Ingolsterte- Ingolstetherus, autre savant, écrit contre le sentiment que Rulandus avait de la dent d'or, et Rulandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme, nommé Libavius, ramasse tout ce qui avait été dit sur la dent et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. Quand un orfèvre l'eut examiné, il se trouva que c'était une feuille d'or appliquée à la dent avec beaucoup d'adresse. Mais on commença par faire des livres et puis on consulta l'orfèvre. Rien n'est plus naturel que d'en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont et dont la raison nous est inconnue que par celles qui ne sont point et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d'autres qui s'accommodent très bien avec le faux. Bernard Le Bouillet de Fontenelle, Histoire des oracles, 1687. Alors dans cette histoire, l'auteur se moque donc de cette capacité que nous avons à nous précipiter, à chercher des explications sans aller rechercher la cause. Ici, dans cette histoire, de quoi il s'agissait? Donc c'était un enfant qui, donc le bruit a couru qu'un enfant avait une dent d'or. Et plusieurs savants donc se sont accaparés cette histoire pour pouvoir donner leurs sentiments particuliers sur cette histoire-là et donner une explication. Mais personne finalement n'avait pris le temps d'aller vérifier la rumeur, d'aller regarder, d'aller vérifier la vérité. Et finalement, il n'y avait pas, avec toutes ces belles histoires qu'il y avait là-dedans, eh bien, il n'y avait pas véritablement de dents d'or. C'était autre chose, quelque chose mis artificiellement par l'homme. Donc, c'est une histoire qui illustre bien, cette capacité, cette envie que nous avons à Heu, interagir aussi entre soi et à produire des idées, à interagir et ensuite à répondre parce que là-dedans, c'est ce qu'on voit. C'est en plus, il y a des années qui passent, mais les années passent et les opinions, s'enrichissent, elles s'enrichissent, elles évoluent. Un arrive et donne son opinion, l'autre, réenchérit. Voilà, il y a beaucoup de belles créations là-dessus qui amènent à vivre peut-être, de belles choses, de beaux événements, mais peut-être des événements en décalage avec, la réalité des faits. Et donc de cette capacité à créer des histoires, c'est intéressant parce que, voilà, on peut créer des histoires donc pour inventer des choses, mais également, il peut avoir également des histoires pédagogiques qui permet aussi, de dénoncer des erreurs de raisonnement, dénoncer des tendances, naturelles que l auxquelles l'homme peut s'incliner et si c'est pas lui-même qui le fait ou il peut être entraîné en entendant
les propos de l'autre, d'autant plus quand ces propos sont foisonnants, quand il y a de l'argumentation derrière, parce que c'est ça, dans l'imagination, que ce soit réel ou non, enfin dans l'imagination, eh bien, on peut très bien créer tout un monde. On voit bien, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, on va inventer toutes sortes, de races, toutes sortes, d'histoires, d'épopées, enfin, il y a en tout cas tout un certain nombre, des éléments que l'on peut apprendre, mais qui relèvent finalement de la fantaisie et et lorsque l'on fait dans un but de se divertir, c'est très intéressant. C'est même très, très divertissant finalement et il y a d'autres moments où si c'est pour, profiter, pour en affirmer une réalité, ça peut entraîner des des situations beaucoup plus délicates et d'ailleurs, nous avons aussi dans notre boîte à outils, c'est-à-dire bien qu'il y a ces en fait, le fait de prendre conscience de ça, de cette, le fait que nous sommes captivés par les histoires et qu'on peut, finalement, en étant captivé par cette histoire, s'éloigner de la réalité. Eh bien, on peut également, se demander quelle méthode, on va prendre. En fait, l'idée n'est pas de dire que parce que ce que tu affirmes a l'air exceptionnel et que c'est faux, mais c'est plutôt de dire, eh bien, par quelle méthode on va approuver, enfin, on va reconnaître ce qui est dit. Parce qu'il y a des enjeux derrière reconnaître quelque chose et on le verra par la suite. Mais, donc l'idée, c'est pas de dire que c'est faux, mais de dire quelle est ta méthode toi pour dire que ça, c'est vrai? Et ce n'est pas de raconter les histoires, par la suite, mais vraiment de regarder ce point de départ-là, cette véracité et il y a des choses finalement qui sont, actuellement peut-être, plus difficiles à prouver et dont on n'a pas les explications, actuellement et donc ça crée notre difficulté et ça, bien qu'il y a ça, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Qu'est-ce qu'on va choisir de faire pour discriminer, les idées entre elles? Pour savoir si on donne adhésion à cette idée-là ou non? Et il y a dans notre boîte à outils plusieurs outils et il y a notamment alors déjà, il y a la première chose qui est de vérifier, oui, mais il y a également le rasoir d'Occam qui permet d'éliminer les hypothèses les plus farfelues et de privilégier les hypothèses les plus logiques, les plus sensées. Et on parlait, par exemple, du monde de l'invisible. Eh bien, pour illustrer, comme échafaudage à ce que je vais dire, avant d'arriver, sur le concret, on va passer donc, par une histoire donc, pédagogique aussi qui vient de Carrie Poppy, qui est une journaliste investigatrice et qui a fait donc un talk sur un TEDx pour, présenter une approche, scientifique, du paranormal. Donc ici, dans cette situation-là, donc nous avons ici l'histoire, c'est une femme qui est, dans sa maison et qui commence à entendre des bruits étranges, qui a un sentiment diffus comme quoi il y a quelque chose de mal qui va arriver, qui ressent une oppression dans la poitrine et voilà et qui a vraiment un sentiment de mal-être
Donc elle entend des bruits étranges, parfois elle entend des souffles, des choses comme ça, dont elle n'arrive pas à donner des explications. Et donc la 1re hypothèse à laquelle elle a pensé, c'était laquelle? C'est, le fantôme, la présence de fantômes. Donc qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle va passer par, différents rituels. Différents rituels puisque, bah, quand on pense à fantôme, voilà, donc elle va chercher des solutions pour, remédier à ça. Mais c'est une solution qui dépend de l'hypothèse qu'elle a mis. C'est-à-dire là, ici, comme c'est la piste de fantôme, donc elle va là-dessus et donc elle fait des rites avec la sauge, des choses comme ça. Il y a plusieurs rituels et ça ne passe pas. Et plus tard, fait des recherches et elle apprend l'histoire de l'empoisonnement de monoxyde de carbone dans lequel elle retrouve ces signes-là, les symptômes qu'elle présente. Et notamment, il y a des hallucinations auditives, donc qui expliqueraient également les 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 sons incompréhensibles dont qu'elle a entendus. Et donc ensuite, ben, c'est quelque chose qui peut, bien que ce soit invisible, cet empoisonnement de moléc enfin, pas l'empoisonnement, mais le gaz, la présence du gaz, bien qu'elle est invisible, elle peut quand même être détectée, donc détectée par la société de gaz, donc et au moment où il y a l'intervention, donc il y a ce moment-là où, bah, la personne comprend que ce qui était ici à l'œuvre n'était donc pas la présence d'un fantôme, ce n'était pas l'œuvre d'un esprit, fourbe ou que sais-je, mais bien la présence d'une fuite de gaz. Et vous voyez, ben, ici, dans le rasoir d'Occam, eh bien, si on est face à ce genre de symptômes, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que si on dit, c'est un fantôme ou alors, je sais pas, un dragon, enfin un dragon invisible qui ferait enfin je sais pas, j'invente. Est-ce que c'est ça ou est-ce que qu'est-ce qui est le plus plausible? Et ici, l'histoire, bien sûr, elle se termine bien. Mais on voit également que, par exemple, dans le cas de l'appel à l'ignorance, imaginons que quelqu'un vous convainc qu'il y a, des fantômes chez vous et que vous y croyez ou alors, vous n'explorez pas d'autres hypothèses. Eh bien, si s'il n'est pas traité cette fuite de gaz, il y a des conséquences et des conséquences qui peuvent être mortelles. Des conséquences qui peuvent être mortelles. Il dit, l'inhalation de monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par intoxication aiguë en France. Donc ici, on peut penser pour s'inventer des histoires, mais c'est important aussi d'aller, chercher également des hypothèses plus terre à terre qui parce que si on privilégie d'autres théories, on risque de passer à côté le bon traitement de la situation et heu et qui peut amener à des effets désastreux. Alors là, je suis sur, alors attendez, donc je vais en profiter de cela pour aller sur le site de la santé.gouv pour parler d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc je vais lire ce qu'il y a sur cette page. Le monoxyde de carbone, CO, est un gaz indolore, inodore, toxique et potentiellement mortel qui résulte d'une combustion incomplète et, ce,
et ce, quel que soit le combustible utilisé. Bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l'environnement. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d'une centaine de décès en France. Chaque année, environ 1300 épisodes d'intoxication au CO survenus par accident et, et impliquant près de 3000 personnes sont déclarés aux autorités sanitaires. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques. Les dangers du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien, il ne se voit pas. Aérer au moins 10 minutes par jour, donc votre pièce. Faites vérifier et entretenir chaudière et chauffage chaque année avant l'hiver. Utilisez dehors appareils de cuisson, brasero, barbecue et groupe électrogène. Respectez le mode d'emploi des appareils de chauffage et de cuisson. Dans quelles circonstances surviennent les intoxications? Les intoxications au monoxyde de carbone résultent de plusieurs raisons. Mauvaise évacuation des produits de combustion, conduits de fumée obstrués ou mal dimensionnés, absence ou insuffisance de ventilation dans la pièce où est installé l'appareil, pièce calfeutrée, sortie d'air bouchée, défaut d'entretien des appareils de chauffage et de production d'eau chaude, vétusté des appareils, usage inapproprié de certains appareils conçus exclusivement pour une utilisation en extérieur ou en appoint, appareils de chauffage d'appoint utilisés en continu par exemple, groupe électrogène, incompatibilité des différentes installations présentes dans un même logement, exemple foyer ouvert et chaudière. On observe souvent lors d'accidents un cumul de ces causes. De plus, des facteurs aggravants comme des conditions météorologiques particulières, tempêtes, brouillard dense, grand froid, entraînent une élévation des risques et ce, d'autant plus qu'elles peuvent s'accompagner de l'utilisation massive de chauffage de fortune, groupes électrogènes, poêles à pétrole, brasero. Par ailleurs, des intoxications collectives sont observées chaque année dans des lieux publics, écoles, grandes surfaces, restaurants, églises, patinoires. Tous les types d'appareils à combustion, quel que soit le combustible utilisé, constituent une source potentielle de monoxyde de carbone en quantité variable selon la nature de ce combustible et la qualité de la combustion. Les chaudières à bois, à charbon, à gaz ou à fioul, les chauffe-eau et chauffe-bain, les inserts de cheminée, les poêles, les chauffages mobiles d'appoint, les cuisinières à bois, à charbon ou à gaz, les moteurs automobiles dans les garages, les groupes électrogènes à essence ou à fioul et tout moteur thermique fixe ou mobile, les appareils de fortune type Brasero. Quels sont les symptômes? En cas de suspicion d'intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez si possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 et le 114 pour les personnes malentendantes. Les maux de tête sont les symptômes les plus fréquents, ainsi que les vertiges ou une sensation de faiblesse musculaire, les troubles digestifs, nausées, vomissements sans diarrhée, douleurs abdominales peuvent être particulièrement trompeurs. D'autres symptômes peuvent être rencontrés à des fréquences variables, notamment en cas d'intoxication plus importante, dyspnée, malaise, troubles de la vision, difficultés de concentration, troubles du comportement, douleurs dans la poitrine, confusion, convulsions. Une intoxication grave peut conduire au coma et au décès par défaillance cardio-respiratoire.
parfois en quelques minutes. Ces intoxications peuvent entraîner des séquelles à vie. Quand y penser? Par le caractère peu spécifique de ces symptômes, ces intoxications donnent souvent lieu à un grand nombre de faux diagnostics de grippe, de gastroentérite ou d'autres affections bénignes. Ce diagnostic doit être évoqué devant la combinaison de certains d'entre eux et notamment lorsque ces symptômes surviennent chez plusieurs personnes vivant dans le même lieu. Ces symptômes disparaissent ou s'atténuent lorsque ces personnes quittent ce lieu. Des anomalies de comportement, voire le décès d'un animal de compagnie, ont été constatées. Devant ce tableau clinique, la présence d'une source de production du monoxyde de carbone doit être recherchée, combustion incomplète, présence de dispositifs de chauffage à combustion à l'intérieur du lieu de vie, groupe électrogène, bras zéro, poêle à bois, chauffage d'appoint, cheminée, etc. Trois groupes de population font l'objet d'une attention particulière. La femme enceinte, l'intoxication au monoxyde de carbone et d'une particulière gravité pour le fœtus. Dissociation possible entre l'état de la mère et celui du fœtus. Le nouveau-né ou le nourrisson. Le risque d'intoxication est plus important en lien avec un temps d'exposition très élevé au domicile. Pour des raisons physiologiques, ils peuvent être les premiers, voire les seuls intoxiqués. La présentation clinique est souvent atypique. Refus de téter, pleurs inexpliqués, torpeur, convulsions. La personne âgée, les signes non spécifiques peuvent être attribués à tort à l'âge. Traitement. Le traitement des intoxications repose sur l'oxygénation dès la prise en charge par les services de secours. À l'hôpital, les intoxiqués les plus graves sont placés en caisson hyperbare. En cas d'intoxication grave, il y a un risque de séquelles, migraine chronique, dépendance neurologique, troubles de la coordination motrice, paralysie de toute forme, invalidante qui justifie un suivi médical. Comment éviter les intoxications dans mon logement? Avant chaque hiver, faites vérifier vos installations par un professionnel qualifié. Chaudière, chauffe-eau et chauffe-bain, cheminée, insert, poêle. Faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins une fois par an. Pendant tout l'hiver, aérez votre logement. Ne bouchez jamais les entrées d'air. Respectez les consignes d'utilisation des appareils à combustion indiqués dans le mode d'emploi par le fabricant. En période de grand froid, n'utilisez jamais pour vous chauffer les appareils non destinés à cet usage, cuisinière, brasero, etc. N'utilisez pas les chauffages d'appoint en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence. Si vous venez d'acquérir ou d'installer un nouvel appareil de chauffage, veillez à vous assurer auprès d'un professionnel qualifié de la bonne installation et du bon fonctionnement de l'appareil avant sa mise en service en cas de coupure d'électricité. Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments et jamais dans des lieux clos. Ils ne doivent jamais être utilisés à l'intérieur. En période de redoux, si vous disposez d'un appareil dans lequel il est possible de laisser couver le feu, exemple poêle au charbon, ne laissez pas couver le feu de votre poêle s'il est annoncé une période de redoux. Pour plus d'informations sur la sécurisation des installations et leur entretien, l'entretien annuel par un professionnel qualifié des foyers et appareils de chauffage de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, ainsi que le ramonage des conduits de fumée sont obligatoires, etc. etc. Donc auprès de qui se renseigner pour plus d'informations? Vous pouvez contacter le centre d'antipoison
relevant de votre région, un professionnel qualifié, plombier, chauffagiste, ramoneur, l'agence régionale de santé de votre région, le service communal d'hygiène et de santé de votre mairie. Je mettrai le lien du site dans la description pour que vous puissiez accéder à ces informations-là. Donc, je reviens sur cette idée. L'idée, c'est pas de dire qu'on connaît tout, mais d'avoir également des méthodes qui puissent permettre d'oser savoir au-delà de nos envies de nous raconter des histoires. On peut, oui, être attaché à une histoire et le mettre peut-être, j'allais dire sur le côté ou que sais-je, si par exemple on y est attaché, mais c'est important d'aller vérifier les autres pistes qui permettent justement d'aller, pour résoudre la situation que l'on rencontre. Surtout quand je évoquons par exemple les cas des guérisons miraculeuses qui vont peut-être postuler, des bienfaits de telle ou telle pratique, non conventionnelle et ici finalement, les reproches que j'ai vus, naître, tu vois, c'est comme si l'on ne reconnaît pas qu'il peut y avoir une guérison, de quelque chose et pourquoi priver des bienfaits de quelque chose? Si c'est bien, même si c'est dans la tête, voilà, si c'est bien, même si c'est la tête, mais pourquoi se priver? Il y a parce que derrière, il y a également des dangers. Hem, Quelque chose si par exemple on a attribué une guérison à une pratique et qu'on attribue sans vérifier que cette guérison est liée à cette pratique-là ou à quoi véritablement elle est liée, bah, on risque, de proposer des solutions qui ne vont pas convenir à d'autres personnes. C'est-à-dire là, dans le cas où on a vérifié une guérison dans tel cas, qui en réalité, on ne sait pas si c'est vraiment lié à ça. C'est parce qu'on raconte que c'est ça, mais est-ce que c'était lié à ça ou autre chose? On ne sait pas. Et bien, si on superpose à ça sans avoir, de d'arguments sérieux, sans avoir de preuves, si on véhicule ça à toutes les personnes, eh bien, il y a des dangers. On peut exposer, des dangers et heu, un des dangers, c'est que la personne se tourne uniquement, vers, cette pratique-là qui non seulement ne va pas avoir pour effet, de la guérir et qui va peut-être même avoir d'autres effets et qui va en plus entraîner une perte de chance, d'avoir recours à d'autres traitements qui seraient, plus efficaces aussi. Donc l'esprit critique, c'est pas, de critiquer, enfin si quelque part, mais c'est pas, juste critiquer, être acerbe et rejeter, comme ça. C'est demander aussi quelle méthode il y a. C'est cette faculté de suspendre son jugement, de de ne pas sauter aux conclusions, hem, de comprendre aussi que les corrélations ne sont pas des causalités, que la concomitance d'éléments n'est pas causalité aussi. C'est-à-dire la guérison intervient après l'intervention de cette pratique, alors que peut-être ça n'était même pas lié à cette pratique-là, c'était lié à autre chose, par exemple. Et j'ai observé aussi qu'il y a cet attachement, c'est un attachement émotionnel qui va, voilà, c'est de l'ordre d'irrationnel parce que, il y a ce moment où la personne dit: «Oui, il y a l'effet placebo, mais et si ça marche?» Et c'est-à-dire le «et si» ne repose sur, ne repose des fois mais sur de la fumée, sur rien, sur parfois une rumeur, quelqu'un,
que quelqu'un a été guéri, voilà, que quelqu'un avait été gue je me rappelle, d'une histoire, je sais pas quel crédit donner à ça, mais c'est une histoire où une personne avait une maladie, chronique, je crois que c'était une maladie d'articulation ou quelque chose comme ça et que cette personne-là en s'exposant à en s'exposant à comment dire? À des films comiques, s'est mis à rire et ensuite, bah, à guérir et rire, guérir et c'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel et donc déjà de se servir de cette histoire, donc à quel point elle est vraie, je ne sais pas, pour, soit faire imaginer, faire projeter ou promettre l'efficacité d'une pratique. Voilà, si vous faites ça, ben vous pouvez guérir aussi. Il y a ça derrière et c'est c'est un petit peu, quelqu'un qui va être malade, qui va être dans le désespoir et qui en plus, a imaginons qu'il a essayé déjà plusieurs méthodes, eh bien, il va vouloir tenter d'utiliser des choses et effectivement, il y a des moments où, en utilisant cette méthode, peut-être qu'il n'y aura pas peut-être pas d'effet, peut-être pas d'effets néfastes, mais on peut parler également des situations d'emprise aussi, des situations d'emprise mentale, d'emprise, psychologique, d'emprise, et ça, c'est des situations qu'il y a dans beaucoup de domaines, également dans le domaine, bah, du coaching aussi, hein. Dans le domaine du coaching et il y a d'ailleurs, bah, la Miviludes qui veille qui veille également aux dérives sectaires. Parce que aussi, c'est vrai, on n'a pas réponse à tout et quand on connaît, par exemple, très peu de choses du coaching, alors moi, j'ai observé que certaines personnes, heu, j'ai pu rencontrer des personnes qui justement avaient peur, finalement du coaching et finalement, c'est une peur dont on peut comprendre parce que la question c'est, qu'est-ce qu'elle a vu du coaching ou qu'est-ce qu'elle a entendu? Alors aujourd'hui, en ce moment, on a pas mal de livres qui pop et pas mal de de films aussi qui finalement aussi traduisent quelque chose, l'existence de quelque chose de réel et également de dérives, sectaires. Du coup, j'ai pu, participer à une conférence alors je me souviens plus de son nom, mais c'était à la bibliothèque et c'était «Tout le monde a besoin du coaching». Je crois que c'est quelque chose comme ça et et dedans, il évoquait également, ces dérives, notamment avec les tests de personnalité qu'on retrouve dans l'entreprise où les personnes où ça amène à des raisonnements vraiment folles, où on exclut finalement des personnes parce que: «Ah ben moi dans mon équipe, voilà j'ai telle personne, j'ai trop de temps», par exemple la méthode DISC. «J'ai trop de» allez j'imagine la couleur, bleue ou la couleur je ne sais pas quoi et moi je veux quelque chose d'autre et donc ça amène à des raisonnements un peu, quand même simplistes, à des abus. Il y a une chose aussi dont il avait mis en avant aussi, c'est le fait que dans le coaching, surtout que ce qui est mis en entreprise souvent, et ben, c'est quelque chose qui est imposé par la hiérarchie et bah, là, c'est vrai, on peut se questionner où est la libre pensée là-dedans, quand c'est quelque chose qui est imposé et si en plus ça amène à introduire en équipe, dans l'organisation, avec le manager ou que sais-je, ça amène à introduire des idées,
des idées simplistes qui font des dégâts, qui font des dégâts, chez les personnes là. Donc, eh bien, moi j'ai envie de rappeler que dès lors où il y a l'homme, dès lors dans tous les domaines, il y a des dérives. On il y a des dérives dans le domaine médical, il y a des dérives dans le domaine de l'éducation, où il y a des professeurs aussi, bah, qui frappent encore aujourd'hui des enfants. Il y a des dérives, dès lors qu'il y a l'homme, il peut y avoir emprise, peut y avoir des dérives et je pense que c'est une force en tout cas, c'est une bonne chose de dénoncer ces choses-là, mais de dénoncer et aussi, il y a une chose dont on doit se souvenir aussi quand on prend les éléments, quand on voit les dérives, c'est également, eh bien, de ne pas tout mettre dans le même panier, j'ai envie de dire. De ne pas tout mettre dans le même panier et d'aller chercher les différentes informations qui permettent, d'accéder à c'est-à-dire, il y a les dérives, mais de cantonner une pratique à sa dérive, ça serait, réducteur, ça serait totalement, réducteur. Donc c'est là aussi, c'est est-ce qu'on est informé? Est-ce qu'on ne l'est pas? Et dans quelle mesure on l'est? Dans quelle mesure on est informé? Et il y a par exemple cette fameuse question aussi, est-ce que le coaching marche? Est-ce qu'il fonctionne? Et il y a ça, c'est déjà il y a plein de sens là-dedans, dans cette question. Est-ce que ça fonctionne? Et il y a notamment, j'ai pu voir des méta-analyses qui traitent de la question et qui se tournent vers, des choses positives, mais qui amènent finalement, à d'autres questions. Et la question, finalement, c'est: «Pourquoi? Pourquoi ça marche?» C'est ça aussi la question, c'est: «Pourquoi ça marche?» La question c'est parce qu'ils sont plutôt favorables pour dire que oui, il y a des effets bénéfiques à se faire accompagner, pouvoir exprimer, des problématiques pour pouvoir entrer dans la résolution de problèmes, avoir un accompagnement, un appui de l'extérieur. Voilà, et en tout cas, il y a plusieurs effets bénéfiques, mais la question: «Pourquoi ça marche?» bien que alors je on peut, inventer, j'allais dire inventer, mais peut-être pas inventer, mais on peut, déjà énoncer des hypothèses. Voilà, on peut déjà énoncer des hypothèses, mais on ne sera pas à 100 sûr si cette hypothèse-là est vraie. On ne sait pas à pourquoi ça marche, parce qu'il y a des choses, il y a plusieurs facteurs. Il y a un certain nombre de facteurs et c'est vrai que dans la relation d'accompagnement, quand on accompagne quelqu'un, on a quand même une influence malgré tout. Que je parle d'influence que l'on souhaite ou non, manipuler dans le sens, avoir, avoir une volonté d'avoir une emprise sur la personne. Eh bien, c'est que là-dedans, on peut dire, il y a plusieurs facteurs et c'est vrai, il y a cette influence et il y a également, ben, cette reconnaissance-là aussi quand le client est satisfait d'avoir reçu cette reconnaissance parce que nous avons été présents à un moment difficile de sa vie où d'autres personnes n'avaient pas peut-être pas occupé une présence comme ça et bien, effectivement, il y a cette, attribution-là
à c'est comme si cette réussite-là, je la dois à toi. Enfin, c'est voilà, c'est cette chose-là et dans quelle partie véritablement alors oui, on a contribué, mais on n'a pas tout fait, on n'a pas tout voilà, on n'a pas tout mis en place. Il y a aussi, les ressources, du client. Il y a voilà, il y a beaucoup d'éléments là-dedans et c'est très complexe, mais c'est vrai que de l'ordre de l'émotionnel, il y a cette reconnaissance-là et c'est quelque chose, peut-être qui est naturel, peut-être qui est humain après tout, je sais pas. Mais, ça m'a questionnée aussi parce que je me souviens lorsque je suis allée à la dernière, je vous parlais d'une conférence de Philippe Mérieux, dans quelles conditions les enseignements sont émancipateurs? C'était quelque chose comme ça. À quelles conditions l'enseignement est-il émancipateur? Eh bien, il a dit quelque chose qui a marqué mon esprit. C'est, alors les enseignants, ils sont là, dans l'école à l'école et ils amènent les personnes ils créent en tout cas des situations pour que les personnes pensent par elles-mêmes, en tout cas, avec, les outils qu'elles ont et ce qu'il a dit et donc il s'adressait aux professeurs, de mathématiques. Il disait: «Mais vous, par exemple, une personne, un adolescent, il vous dira pas, merci, d'avoir, enfin je sais plus comment il l'a formulé, mais en tout cas, il vous remerciera pas d'avoir, changé sa vie, voilà. Il vous remerciera pas d'avoir, changé sa vie et ou d'avoir apporté, que sais-je, sauf s'il a envie, sauf s'il attend quelque chose, de vous et ça m'a tiqué. Je me suis dit: «Mais j'espère que c'est rhétorique», enfin je ne sais pas. Est-ce que vous, vous avez déjà remercié un professeur pour ce qu'il a fait pour vous? Et moi donc je me suis posé la question, est-ce que j'ai déjà remercié un professeur pour ce qu'il a fait, pour moi? Parce que c'est vrai, on peut critiquer, l'école pour certaines choses, mais pour ma part, c'est vrai qu'il y a quand même eu peut-être des professeurs qui ont marqué à un moment, qui ont marqué à un moment, mon esprit. Et avec qui on garde, enfin, avec qui je garde en tout cas des souvenirs et qui finalement, peut-être participe à ma construction d'aujourd'hui. Je me souviens par exemple d'un professeur de français qui nous montrait, et projetait donc, les images, des différentes peintures et puis voilà, on faisait des analyses d'images, et voilà, c'était des moments marquants qui m'ont inspirée, même si, je ne sais je ne saurais pas dire dans quelle mesure, mais en tout cas, ce sont des moments qui restent, avec moi et qui fait que quand je revois, par exemple, une image, j'y repense et le fait d'être exposé à je ne me rendais pas compte avant, mais le fait d'être exposé à ces mises en exercice, ces questionnements, où on demande de s'exprimer, de s'exprimer sur un texte, sur, une image et puis tout le bagage, tous les éléments qu'on donne pour avoir, justement pour se forger, pour se construire un esprit critique, pour pouvoir, utiliser les mots, les images
les mots, les images et pour pouvoir dire le monde, comme dirait, je pense à la Bensolila, pour pouvoir dire le monde parce que en fait, on peut tous finalement avoir des yeux, un nez, une bouche, mais on ne traduira pas le monde de la même façon et plus on a dans notre sac, dans nos représentations, des images, des concepts, des une pluralité de concepts, pas seulement dans une enfin oui, pas seulement dans une branche, pas seulement dans un domaine, mais une pluralité finalement d'idées, de mots qui permettent finalement de dire le monde de manière différente. Parce que c'est toute une frustration quand on manque de mots pour dire quelque chose qu'on n'arrive pas à d ou qu'on n'arrive pas à dire et c'est aussi il y a aussi cette influence-là, de comment on voit le monde est aussi influencée de notre capacité à le dire. On peut voir plus de choses, plus on c'est ça, plus on a de connaissances et plus on est en capacité de voir des choses, de les dire aussi. C'est un peu un, heu, je veux dire une interdépendance, je sais pas si c'est le bon mot, interpénétration, mais, en tout cas, il y a toute cette irrigation qui nourrit notre regard lorsqu'on va, lorsqu'on s'expose en tout cas à, bah, la culture, à la peinture, à la peinture, à la lecture et à la lecture, diverse aussi. Et donc ces mots-là de dire est-ce que, non, donc je me suis posé la question, est-ce que vraiment aucun adolescent ou enfant ne remercierait un professeur? Moi je me souviens quand même qu'il y a eu des moments où j'ai remercié des professeurs, mais, quand on est enfant, on sait pas trop, on sait pas ce qu'il va y avoir après, mais on remercie, on sait même pas trop pourquoi. On sait pas trop pourquoi, mais on remercie. Je me souviens avoir donné une rose à un professeur en primaire que voilà, c'était une façon d'exprimer une reconnaissance, mais même si on ne sait pas trop pourquoi on est reconnaissant, mais peut-être c'est la reconnaissance d'avoir, vécu un moment, un instant ou que sais-je et donc n'hésitez pas à me dire si vous avez remercié, à l'âge, adolescent ou que sais-je, même peut-être étudiant finalement ou en primaire, si vous avez remercié vos professeurs pour, heu, pour ce qu'ils vous ont apporté, pour ce qu'ils vous ont apporté. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé par, l'appel à l'ignorance, on a basculé sur d'autres endroits. C'est aussi dire comment finalement, garder cette, libre pensée, ne pas se laisser accaparer, ne pas se laisser, donc finalement résister face aux attaques que l'on peut avoir, attaques qui peuvent être,
qui peuvent être soit volontaires ou soit le fruit d'un manque, de méthode, d'un manque de construction, d'un manque de questionnement et d'une envie de se précipiter, peut-être pas d'une envie, mais en tout cas, cette impulsion-là, une réponse impulsive, voilà, c'est le fait d'avoir plus d'outils, ça nous permet également de lutter contre nous-mêmes, contre nos réponses impulsives et d'évaluer. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus compliqué. Il y a des moments où c'est plus compliqué parce que, si on évalue tout, on a jusqu'à demain, vous allez me dire, mais il y a c'est pour ça qu'il est important d'aller vérifier, enfin, c'est vrai, c'est pour ça que le questionnement, il est important d'introduire. Parce que, quand on dit si on se dit, c'est un raisonnement que j'ai vu aussi, c'est: «Ah mais de toute façon, ah les dérives, on peut pas les empêcher, ça arrive». Beh, c'est une raison de plus finalement pour avoir une méthode, pour avoir la méthode, ça permet également de s'appuyer, d'avoir peut-être un esprit un peu plus tranquille, quelque part, de ne pas être manipulé au premier à la première parole, ou bien de ne pas sombrer dans les émotions, heu, au premier premier gribouillage mental, au premier er 1 chose que la personne va annoncer. Parce que déjà, la la complexité de la pensée humaine, déjà, nous sommes capables d'avoir des idées totalement contradictoires dans notre propre tête. Alors, imaginez quand une personne arrive et que, elle dit, soit elle le fait volontairement ou involontairement, comment tous ces contradictions, comment toutes ces choses-là dansent, s'agitent entre elles et comment elles s'entremêlent et derrière, à la suite, quels comportements, se produisent, quels comportements résultent de cela? Quel comportement résulte de cet ensemble-là, de cet ensemble d'interactions-là? Et on n'a pas les mêmes réponses selon les méthodes que l'on choisit. Si on en a ou pas. Parce que même si on n'en a pas de méthode, il va y avoir des résultats, il va y avoir des comportements produits, soit de manière instinctive, soit de manière, je rappelle le système 1, système 2 de Kahneman, où il y a celui qui est plus dans l'analyse, système 2, qui va être plus lent, à penser plus lente, qui va aller vérifier les raisonnements, et le premier qui va être plus sur l'intuitif. Alors l'intuitif qui a ce côté, très où on est très, on peut être facilité parce qu'il y a des comportements automatiques. Il y a des les problèmes, c'est les comportements tellement automatiques qu'on n'en a pas conscience parfois et qui quand même qui ont des effets réels, qui peuvent être durables. Et c'est aussi la question d'arbitrer entre ces 2 systèmes-là. Quand est-ce que Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui qui sont automatiques, que peut-être aujourd'hui, il y a intérêt à que ce soit désautomatisé, que de mettre, de la réflexion dessus, de pouvoir mettre des mots dessus, de pouvoir s'appuyer sur des méthodes pour amener des changements aussi. Et j'ai parlé d'arbitrage, et là, il y a
je crois que c'est Olivier Houdet qui est qui parle de résistance cognitive et qui va être le système 3 qui permet d'arbitrer entre le système 1 et le système 2. Et je reprofite aussi pour dire les histoires, eh bien, on peut en faire tellement de choses, peuvent être utilisées, être employées, pour beaucoup de dessins, des dessins qui peuvent répondre à des objectifs positifs, qui peut s'inscrire dans une logique en tout cas où on recherche, le bien, où on recherche pas le bien aussi, où on recherche au contraire d'autres choses, on va rechercher d'autres choses et hem et parfois en recherchant le bien, on peut également avoir, d'autres effets, d'autres effets aussi. Les histoires, elles peuvent illustrer, peuvent permettre de comprendre, peuvent permettre de nous faire perdre aussi, peuvent permettre de nous divertir. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quand on entend une histoire, de savoir où est-ce qu'elle, se situe là et quel effet elle est en train de produire, c'est-à-dire quelque chose, qui est là pour un divertissement, qui sera pris pour, une vérité ou que sais-je encore? Eh bien, je vais terminer ce live. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne soirée, un bon week-end et un bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt aussi pour un nouveau bric-à-brac d'idées qui aura lieu le 5 mai à 15h10. Et j'aurai avec moi plaisir à accueillir une invitée. Et vous retrouverez également Frédéric bientôt, jeudi également, jeudi 7 mai, dans un autre bric-à-brac avec un autre invité que vous découvrirez le jour même. Eh bien, vous remercie pour cette écoute et je vous dis très bon week-end à vous. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de moments Océan de coach. À très bientôt.